Bonjour. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder la méthode de la dissertation, à partir d'un sujet sur l'œuvre des Cahiers de Douai d'Arthur Rimbaud et le parcours associé émancipation créatrice. J'ai volontairement choisi un sujet relativement large et, me semble-t-il, encore non traité. Nous allons voir comment analyser un sujet et élaborer un plan détaillé, en rappelant les exigences et les attentes précises liées à cet exercice écrit. Voici le sujet. Fuir là-bas, fuir. L'injonction de Mallarmé est-elle le mot d'ordre des Cahiers de Douai? C'est un sujet basé sur une citation courte, à commenter, qui vous demande d'établir un rapprochement avec l'œuvre de Rimbaud. Ce type de sujet est assez fréquent. L'auteur de ce propos est Stéphane Mallarmé, chef de file du Parnasse, mouvement que Rimbaud avait voulu intégrer. Même si vos connaissances littéraires sont toujours un plus, on n'attend pas nécessairement que vous vous saisissiez pleinement de la citation, mais que vous vous empariez de l'énoncé tel quel, hors contexte. Dans un premier temps, il faut bien analyser le sujet. D'abord, le plan est-il suggéré par la formulation de la question? L'injonction de Mallarmé est-elle le mot d'ordre des Cahiers de Douai? Nous voyons bien qu'il s'agit ici d'une interrogation totale, c'est donc un plan dialectique qui est attendu, avec cette thèse, l'antithèse et un dépassement de cette opposition dans une éventuelle troisième partie. Ensuite, il faut être très attentif, dans un travail au brouillon, à tous les mots et repérer les mots-clés. Ici, les mots les plus importants sont fuir, là-bas, éventuellement dans une moindre mesure, et surtout dans la question, après avoir repéré est-elle, qui permettait de deviner que l'on attend un plan dialectique, le mot d'ordre. Réfléchissons aux différents sens du verbe fuir. Fuir, c'est s'échapper, s'éloigner. Généralement, on fuit parce que l'on souffre, parce qu'on est en incapacité d'assumer une réalité douloureuse, mais l'on peut s'échapper aussi pour le plaisir de la transgression, si l'on songe à Rimbaud, l'adolescent, pour gagner une certaine liberté. Autres aspects à envisager, s'agit-il de fuir physiquement ou spirituellement? S'agit-il de s'émanciper ou de poursuivre une quête précise? Enfin, fuir, est-ce le point de départ ou est-ce le but? Tous ces aspects sont à envisager pour construire une réflexion complète. Là-bas, cet adverbe de lieu indique une certaine distance. On imagine un lieu éloigné. Mais l'on peut imaginer aussi que là-bas désigne un ailleurs bien précis. Mais quelle destination? Ou s'agit-il simplement d'une errance sans but? Enfin, ce là-bas, est-ce un lieu réel ou virtuel? La destination est-elle importante ou est-ce le voyage lui-même qui prime? Enfin, dans la question, le mot d'ordre est à prendre en considération. On doit y comprendre un ordre, une obligation, un principe de base, une consigne à suivre, comme si la fuite devait être systématisée. Donc s'agit-il d'un projet préconçu, une ligne directrice, claire, ou est-ce plutôt chez Rimbaud d'ailleurs un cheminement progressif? Est-ce un point de départ, ponctuel, précis, ou un mouvement de principe? S'agit-il de fuir un contexte précis, ou s'agit-il de fuir en permanence? Cette recherche sémantique, cette réflexion à mener sur le sens des mots-clés du sujet est indispensable pour bien comprendre les enjeux du sujet et les limites aussi du champ de réflexion. On vous demande une réflexion complète, mais qui reste précisément attachée au sujet sans en sortir. Même si nombre de sujets se recoupent assez souvent et que vous pourrez reprendre nombre d'arguments et d'exemples utilisés lors des devoirs que vous aurez composés, sachez que chaque sujet est très différent et bien précis. Il faudra rappeler régulièrement, à chaque paragraphe éventuellement, les termes précis du sujet. On vous pose une question, il faut y rester attaché du début à la fin du devoir, sans plaquer une autre dissertation que vous auriez faite en cours d'année. Après avoir cerné le mouvement logique global attendu, il s'agit d'élaborer un plan progressif et cohérent. Dans la première partie, nous verrons comment Rimbaud fuit pour s'émanciper, dans un mouvement de révolte, de provocation, voire de destruction. Mais, et c'est l'antithèse, dans une deuxième partie, il s'agit surtout pour Rimbaud d'explorer le monde et la vie, dans une quête. Il ne s'agit donc pas pour lui de se résigner, comme les poètes maudits par exemple. Ensuite, il faut détailler les sous-parties. Comment Rimbaud fuit-il? Il fuit dans le sens où il tente d'échapper à une réalité douloureuse, par la fugue, comme vous le savez, et sa révolte adolescente. D'abord dans une rupture avec les conventions sociales. Par exemple, il se moque de l'Église et de l'empereur, des bourgeois dans le poème À la musique.
Autre aspect de la fuite, par la rupture avec les conventions littéraires. Il brise les cadres traditionnels. Comme le dit Sylvain Tesson, Rimbaud est un barbare antique. Son but? Détruire l'ordre classique. Par exemple, il se moque du lyrisme romantique, dans Roman, dans ses poèmes parodiques. Enfin, cet éloignement, cette fuite est nécessaire. Il se plaît au vagabondage pour goûter à la liberté dans la solitude. Par exemple, dans les poèmes Sensation, Ma Bohème. Comme vous le voyez, il faut dans chaque grand axe détailler 2 ou 3 aspects plus précis qui développent et étoffent la grande idée annoncée par le titre de l'axe. J'ai donné quelques exemples. Les citations sont les bienvenues pour illustrer vos idées directrices de paragraphes, et vous comprenez bien qu'il faudra maîtriser vos œuvres intégralement et les éclairer par d'autres lectures ou références, sans quoi votre devoir restera assez pauvre. Dans la deuxième partie, il faudra expliquer comment Rimbaud, au-delà de la fuite, part dans une véritable entreprise d'exploration du monde et de la vie. Il a une véritable quête, à la différence de la résignation et de l'exclusion des poètes maudits et des parnassiens. D'abord, on retrouve dans les cahiers de Douai un grand ancrage dans la vie. Rimbaud vit des expériences, il découvre le monde, il est animé d'un élan vital puissant. On retrouve dans l'œuvre l'expression du plaisir des sens, à travers la nature, l'éveil amoureux. Au cours de son voyage, il est accompagné par l'écriture poétique. Quelques poèmes autobiographiques, comme Au cabaret vert, témoignant une écriture spontanée et audacieuse. Enfin, loin de s'échapper, de renier la vie, Rimbaud affronte la réalité. Plusieurs de ses poèmes dénoncent la guerre, les puissants, l'injustice, par exemple dans Le Mal, Les Effarés, Le Forgeron. Les exemples sont nombreux, à la différence des Parnassiens qui, eux, se réfugiaient dans leur tour d'ivoire, loin de la société, dans les hautes sphères de l'intellectualité. En l'état, nous nous retrouvons avec un devoir composé de 2 axes décomposés en 3 sous-parties. Un devoir composé de 6 paragraphes de développement, en 2x3 ou 3x2 sous-parties, peut être parfaitement acceptable s'il est bien mené, tant par la cohérence et l'exhaustivité de la réflexion, que par une richesse des exemples qui témoignent d'une maîtrise de l'œuvre. Néanmoins, parvenir à la 3e partie serait idéal, et je vous la propose ici, même si elle est plus difficile à construire en première. Dans une 3e partie, nous pourrions montrer comment le mouvement perpétuel est chez Rimbaud un moteur de création. En petit 1, l'errance est le mouvement comme mode de vie et d'être. Explorer le monde, mais aussi le moi. Avec des citations ici extraites de la lettre à Paul Démeny, la lettre du voyant, la première étude de l'homme qui veut être poète est sa propre connaissance entière. Il cherche son âme, il l'inspecte, il la tente, l'apprend. J'assiste à l'éclosion de ma pensée, je la regarde, je l'écoute. Baudelaire est le premier voyant, roi des poètes, un vrai dieu. Encore a-t-il vécu dans un milieu trop artiste, et la forme si vantée en lui est mesquine. Les inventions d'inconnus réclament des formes nouvelles. Comme nous le voyons, si Rimbaud a été fortement influencé par Baudelaire, et s'il lui vouait une estime certaine, il se démarque clairement du poète maudit. Plein de vitalité et ancré dans la vie, simple, populaire, sensuel, il se distingue de Baudelaire, qui se réfugiait lui dans les paradis artificiels. Leur point commun est néanmoins d'avoir tenté d'explorer les profondeurs du moi et l'inconscient. Ensuite, pour Rimbaud, il ne s'agit pas simplement de fuir, mais véritablement d'ouvrir des chemins. Son voyage a un but. C'est un aventurier, conquérant, un voleur de feu, multiplicateur de progrès. Et pas seulement pour lui-même, mais pour l'humanité. C'est ainsi qu'il arrive à l'inconnu. Le poète est vraiment voleur de feu. Il est chargé de l'humanité, des animaux même. Il devra faire sentir, palper, écouter ses inventions, ce qu'il rapporte de là-bas. Loin de fuir donc, selon Rimbaud, le poète doit explorer l'inconnu et revenir rapporter le résultat de sa quête à l'humanité, pour le progrès collectif. Enfin, pour dire le monde et repenser l'homme, il faut inventer un langage nouveau. Et Rimbaud, dès les cahiers de Douai, se livre à des expérimentations audacieuses. Il écrira plus tard, car dans les cahiers de Douai, il n'en est encore qu'aux prémices de son œuvre. J'inventai la couleur des voyelles. Ce fut d'abord une étude. J'écrivais des silences, des nuits, je notais l'inexprimable, je fixais des vertiges. En fait, Rimbaud, dans la continuité de l'œuvre de Baudelaire, a largement contribué à initier la modernité poétique. Apollinaire, les surréalistes, et plus tard Ponge, poursuivront dans cette recherche d'un langage nouveau, pour renouveler l'expérience et le genre poétique.
Nous en avons fini avec le décortiquage de ce sujet peu difficile. Le nœud de la problématique résidait essentiellement dans le mot fuir et la limitation impliquée par le mot d'ordre. Nous pourrions formuler la problématique ainsi: les cahiers de Douai sont-ils seulement l'expression de la révolte d'un adolescent en fuite et en rupture avec le monde? Ou ne contiennent-ils pas déjà les fondations de l'édifice poétique du voyant voleur de feu? En effet, si Rimbaud s'éloigne de la norme, il suit un chemin marginal, avec un projet bien défini, ambitieux, hors du commun, et reste au plus près du monde, de la nature et du vivant, en perpétuel mouvement. L'étape la plus difficile de la dissertation reste donc bien votre enrichissement avant même de composer. Il faut être capable de mobiliser un certain nombre de connaissances pour construire une vraie réflexion, approfondie. Ensuite, l'analyse du sujet et l'élaboration du plan est cruciale, avant même de commencer à rédiger. On peut y consacrer jusqu'à 1h30. Nous en avons terminé pour aujourd'hui, je vous dis à très bientôt.